Merci. Bon après-midi, distingués conférenciers. Également, je remercie l'AFEC pour m'avoir associé à cette importante conférence et qui m'a demandé de parler des perspectives d'avenir de l'électrification totale de la RDC. C'est un défi majeur. Allons-nous effectivement réaliser cette électrification totale de la RDC en combien d'années? Dizaines d'années? On ne le sait pas. Alors, c'est pour cela que je vais parler un peu d'historique et aussi d'un certain diagnostic avant de parler des perspectives. Faites défiler le slide. C'est mal agencé. Bon, on y est, je crois. Donc l'électricité qui est produite par les êtres vivants remonte depuis des millénaires. Et le premier inventeur de l'électricité, c'est Faraday, qui a découvert l'électricité que nous utilisons aujourd'hui en 1831. En 1879, il y a une première centrale hydroélectrique qui est construite en Suisse, une centrale de 7 kW. Et en RDC, nous avons commencé à générer l'électricité depuis les années 1900, c'est-à-dire vers 1906, avec Gécamine, qui a commencé à exploiter des centrales à charbon et à bois. Et en 1923, il y a une première centrale hydroélectrique qui a été construite en RDC, au Katanga, à Simon 4, une centrale de 4 MW cette fois-là. Alors, le taux d'électrification à ce jour, en RDC et à travers le monde, à travers les pays occidentaux, le taux d'électrification est autour de 100%, tandis que chez nous, le taux d'électrification est moins de 10%. Sur 121 localités recensées en RDC, sur 87 000 localités, nous n'avons que 121 localités qui sont électrifiées, soit moins de 1% de localités existantes en RDC. Et alors, comment arriver à électrifier toute la RDC? Grande question. Et alors, s'agissant de la comparaison de l'électrification en Afrique, il y a une fracture entre une Afrique du Nord, une Afrique du Sud et une Afrique du Milieu. En Afrique du Nord, l'électrification est autour de 42%. En Afrique du Sud, l'énergie qui est produite là-bas est de l'ordre de 39%, tandis que l'Afrique du Milieu, nous ne sommes qu'à 3%. Comment les puissances installées ont évolué en RDC? Depuis 1923 à ce jour, avec les 4 MW qui étaient installés en 1923, nous sommes à 2000, environ, globalement, environ 2600 MW. Et la plus grande centrale installée, la dernière, c'est celle d'Inga 2, avec 1400 MW. Donc, depuis l'année 82 jusqu'à ce jour, nous sommes plafonnés à environ 2600 MW. Quant à la répartition de puissance à travers le pays, il y a la plus grande puissance installée qui est au Bas-Congo, ensuite le Katanga, et les autres provinces se répartissent des petites puissances telles que représentées sur le slide.
Et alors, quant aux réseaux principaux électriques de la SNEL, comme il avait été dit, il y a 3 réseaux principaux. Ça ne se coordonne pas là. Il y a 3 réseaux principaux au Bas-Congo, au Katanga et à l'Est. Et le réseau du Bas-Congo, le réseau Ouest et le réseau Sud sont reliés par la ligne en courant continu longue de 1700 km. Alors, en ce qui concerne les combustibles utilisés en milieu rural, comme il avait été dit, on utilise le bois, on utilise le charbon. Et pour l'éclairage, on a des petites lampes à pétrole, telles que c'est indiqué sur les images qui sont présentées ci-avant. Alors, en termes de potentialité, la RDC regorge de potentialités énormes. Il avait déjà été dit, je ne vais pas répéter là-dessus. Et les données sur les ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables ont été étudiées depuis assez longtemps. Il y a des grands bureaux d'études qui se sont installés ici en RDC et qui ont réalisé ces études-là. Et un grand document qui a été réalisé il y a 2 ou 3 ans, c'est l'Atlas des énergies renouvelables qui a été fait par le PNUD et SNV. Parmi les énergies non renouvelables, ça a été déjà dit, on trouve le charbon, le pétrole, l'uranium, le gaz naturel, les schistes, et en termes d'énergie renouvelable, on trouve le solaire, la biomasse. L'énergie l'éolienne, mais en termes de l'énergie éolienne, il y a un grand problème pour l'énergie éolienne en RDC. Pour bien faire fonctionner les centrales éoliennes, il faut des vitesses de vent de l'ordre de 10 mètres par seconde. Mais la moyenne des vents en RDC, d'après les études qui ont été faites, est de l'ordre de 3 mètres par seconde. Donc c'est insuffisant. Il est difficile d'installer des centrales éoliennes un peu partout à travers le pays. Les centrales géothermiques, à l'Est, il y a des possibilités de construire des centrales géothermiques là où il y a de l'eau qui peut être extraite en vue de chauffer des chaudières. Alors, en termes d'énergie hydroélectrique, je ne vais pas revenir très longuement là-dessus. Nous avons en RDC des ressources hydroélectriques très importantes, de l'ordre de 774 millions de mégawattheures. Et cette potentialité représente 35% du potentiel de production annuel de l'Afrique, 8% du potentiel hydroélectrique mondial. Et de ce potentiel, la RDC n'utilise seulement que 3%. Ça a été relaté dans plusieurs présentations ce matin et cet après-midi. Alors, nous avons aussi le réseau hydrographique qui a une superficie de 3 822 km², ce qui permet une régularité du système hydrographique du pays. Et surtout que l'Équateur est au milieu de la RDC, c'est-à-dire quand il y a une saison sèche au nord, le réseau sud envoie de l'électricité vers le fleuve Congo et vice-versa. Et nous avons également beaucoup de ressources hydrauliques et de potentialités hydroélectriques qui sont favorisées par les sites déversants sur lesquels on peut créer des barrages et créer également des retenues. Alors, quant au plan de développement du secteur de l'électricité, il y a eu plusieurs plans. Mais tous ces plans n'ont pas été réalisés comme il fallait jusqu'à ce jour. Et même le plan de l'énergie durable pour tout à l'horizon 2030, il n'y a même pas un début de réalisation à ce jour.
Alors, en termes de richesses, le pays regorge des richesses énormes. Il avait été dit, nous sommes le grand potentiel minier en cuivre, en cobalt, etc. Et maintenant, pour parler des piliers ou des réformes, des perspectives de l'électrification de la RDC. Là, je vais me focaliser sur 3 piliers. Il y a le premier pilier qui sera celui de la réforme du secteur de l'électricité. Le deuxième pilier qui sera celui de la réforme de la Société nationale d'électricité. Et le troisième pilier, la loi pour l'électrification totale de la RDC. Nous avons de la chance d'avoir déjà une loi. La loi numéro 14/011 du 17 juin 2014. Je ne vais pas revenir là-dessus. Beaucoup d'intervenants sont revenus là-dessus et une présentation exhaustive a été faite par maître, mon prédécesseur intervenant, et même l'ANAPI en a parlé longuement. Mais cette loi ne garantit pas l'électrification totale de la RDC. Et pour cela, il faut renforcer et créer d'autres structures en vue de favoriser l'électrification totale de la RDC. Parce que ni la SNEL, qui est une société commerciale depuis 2008, et ni les privés qui peuvent obtenir des concessions, qui sont des sociétés privées, ne peuvent électrifier tout le pays, dont le territoire se confond pratiquement au milieu rural. Et électrifier ces milieux ruraux, ce n'est pas une activité rentable. Alors, pour ce faire, il faut créer une institution ou une administration nationale de l'électrification rurale, de l'électrification totale de la RDC. C'est une proposition qui est faite et cette proposition doit avoir une discussion au niveau du Parlement et ainsi la promulgation par le chef de l'État. C'est une proposition qui est basée sur ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, l'électrification était faite dans les grands centres et dans les industries. Et alors, il y avait une révolution. La population s'est révoltée. Et c'est ainsi qu'on a procédé à l'électrification de tout le pays par la création d'un organisme comme celui-là. Alors, nous avons préféré nous baser sur une loi des Philippines, qui est un pays en développement. Et c'est une loi que nous pouvons adapter pour pouvoir créer cette entité d'électrification totale de la RDC. Alors, pour pouvoir bien réaliser l'électrification, nous avons besoin des ingénieurs. Il faudrait que le gouvernement puisse se focaliser sur la formation des ingénieurs et des techniciens. Nous n'avons aucune industrie de fabrication des machines électriques ici dans notre pays. Des petits moteurs, des transformateurs, des alternateurs, des turbines, alors que ce sont des choses qui sont réalisées où il y a des prototypes. C'est une question de réaliser des petites industries et créer ainsi la fabrication des machines là. Nous n'avons même pas d'atelier efficace de réparation. C'est pour cela qu'il y a 50% des machines de la SNEL qui sont en panne, parce que nous n'avons pas des ateliers efficaces. Il faut favoriser ces ateliers-là pour pouvoir intervenir assez rapidement. Et bien sûr, il faut aussi former des équipes de montage et de maintenance. Sans équipe de montage et de maintenance, nous ne pouvons pas aller loin. Et le deuxième pilier, qui est la réforme de la Société nationale d'électricité. SNEL est trop centralisé. Il y a une intégration totale, verticale, horizontale. Donc,
Pour assurer l'équilibre, le principe de séparation de gestion par filière est recommandé pour accroître la rentabilité de SNEL. Pour la filière production, il faudra décentraliser cette filière. Les centrales électriques doivent avoir une autonomie financière totale. Et pour la filière transport, bien entendu, en ce qui concerne la filière production, il y a les indépendants qui peuvent s'installer. D'ailleurs, cette loi est effectivement favorable aux indépendants, puisqu'ils peuvent construire leurs centrales et se raccorder sur le réseau SNEL. Il y a un grand réseau SNEL, très haute tension, qui doit rester, qui pourra rester en gestion de monopole, puisque c'est ce grand réseau qui va favoriser tout le développement du pays. Il y a déjà la grande ligne Inga-Kolwezi, sur laquelle, qui peut s'étendre, comme il a été démontré par la SNEL, de pouvoir s'étendre vers l'Est, le Nord, et ainsi, c'est un réseau essentiel pour pouvoir développer l'électrification totale du pays. Alors, en ce qui concerne la filière commerciale, là, la filière commerciale doit être aussi autonome. Et la filière commerciale doit avoir les cabines, doit gérer les cabines de distribution et même les quelques lignes moyenne tension de distribution. Ainsi, il y aura une meilleure gestion de cette entité de commercialisation de la SNEL. Voilà, je ne vais pas revenir sur d'autres sujets. Sur ce, je vous remercie.